Alors, l'antipsychiatrie, effectivement, pour comprendre un tout petit peu l'antipsychiatrie, il faut comprendre dans quel contexte naissent les deux courants. Il y a deux courants importants des psychiatries alternatives, elles ne s'appellent pas toutes les deux antipsychiatries. L'une est effectivement David Cooper et Roland Lang, qui un il est un médecin anglais, l'autre donc David Cooper est un médecin psychiatre sud-africain qui s'exile. Il appartient au parti communiste sud-africain. Vous savez, le parti communiste était au départ de la ANC de Nelson Mandela, hein. Et il s'exile en Angleterre où voilà, il fait ses études de psychologie médicale. Et l'autre courant est le courant de Franco Basaglia en Italie, qui est des courants anti-manicomial, comme on appelle, anti-hôpital psychiatrique. Et le troisième courant, mais alors là, très très soft, est le courant français, qui est le courant de la psychiatrie institutionnelle, de la psychiatrie des secteurs, non, et qui reste suffisamment soft comme pour être intégré à l'institution, établir des modifications limitées. Comme, vous savez, comme ils disent vos compatriotes, tout qui est exagéré est négligeable. Donc, comme ils ne voulaient pas être négligeables, les collègues, comme ça, un peu en rupture, ils étaient très nuancés, n'est-ce pas? Mais il y a eu quand même des gens, en général, Tocqueville, Tonkiewicz, des gens comme ça qui venaient d'ailleurs, et un c'était un résistant de la lutte antifranquiste, et l'autre était un Polonais, bon, enfin, en France. Alors, le contexte est inimaginable pour la plupart d'entre vous, hein, étant donné votre âge, qui est le contexte d'un autre monde, quoi, de la planète Mars. C'est-à-dire c'est un monde dans lequel, d'un point de vue scientifique, politique, sociologique, artistique, de tout point de vue, on était absolument convaincus que après-demain ou plus tard, toutes les injustices allaient disparaître, les maladies, l'oppression, la tristesse, que tout ce truc moche allait disparaître, mais tout. Et donc il fallait en mettre un coup, hein, il fallait pousser. Donc effectivement, on était dans quelque chose qui est absolument les traits caractéristiques. Je vais finir avec un torticolis parce que normalement quand je parle, je tourne la tête. Alors, un trait central de la modernité, ou ce que Michel Foucault appelle l'époque de l'homme, etc., comme on veut, qui est le trait de que la société occidentale a produit ce truc particulier, très particulier, qui est la seule société qui a produit ça, non? La seule culture qui a produit ça, qui est l'idée de que la négativité devait disparaître. Alors, par négativité, il faut prendre tout ce qui est moche. Tout ce qui était caca allait disparaître. C'est-à-dire, c'est la première culture, la seule culture, première et dernière, je pense, la seule culture qui se structure autour d'un mythe de la fin de la négativité. Vous voyez, c'est-à-dire une positivité totale sur Terre. Parce que, bien entendu, la positivité totale était dans l'au-delà, sinon. Hein? Non, là, c'est le paradis sur Terre, non? Toutes les sociétés autres, vous savez, ils avaient fait avec la négativité. Les yin et les yang, je ne sais rien, c'est-à-dire, ce sont des sociétés de la fragilité, pour dire comme ça, dans lesquelles la maladie fait partie de la santé, la mort fait partie de la vie, la naissance, vous voyez, c'est-à-dire que toutes les sociétés, alors c'est rigolo d'un point de vue anthropologique, c'est quand même une grossièreté de dire toutes les sociétés, et bien c'est comme ça. Y compris le manichéisme de la Mésopotamie, manichéisme quand même, le négatif et le positif, eh bien, quand même le négatif est absolument fondamental pour le positif, même dans le manichéisme, vous voyez. Cette psychiatrie et cette psychanalyse, la psychiatrie va s'occuper de tous les comportements déviants, hein, va s'occuper des comportements déviants.
hein, c'est-à-dire tous ceux qui ne désirent comme il faut désirer, tous ceux qui... donc l'hôpital psychiatrique est un lieu qui est une sorte de bidonville bis, dans lequel on trouve les classes laborieuses, classes dangereuses, on trouve les ouvriers, les gars qui venaient des bidonvilles, etc. Et qui, effectivement, cet effort de normalisation de la société, très très dur, non, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas suivre cette canalisation de la puissance, cette canalisation du désir, cette normalisation que la société exigeait, n'est-ce pas? Alors on trouvait les gars qui tout à coup avaient pété les plombs à l'atelier, les gars qui déprimaient énormément, les gars qui effectivement déliraient, alors aussitôt qu'ils déliraient, boum, on les foutait à l'hôpital. Et la psychiatrie était le dépotoir de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ne pouvaient pas s'adapter à la dureté répressive de la société. Et la méthode thérapeutique était ce que mon maître, parce que pour moi dire maître, c'est... bon, je sais qu'à la Sorbonne, c'est pas mal vu, mais bon, pour moi c'est à peu près un anathème. Et en psychiatrie médicale, il nous expliquait que le meilleur diagnostic de psychose, c'était que quelqu'un soit à l'hôpital psychiatrique. Donc c'était, vous voyez, catch-22, non? C'est-à-dire, tu es fou parce que tu es à l'hôpital psychiatrique et tu es à l'hôpital psychiatrique et tu es fou, non? Et effectivement, donc c'était la chronisation totale, c'est-à-dire n'importe qui pétait les plombs, n'importe qui délirait un peu, n'importe qui entendait des voix, n'importe qui emmerdait la société ou la famille, s'est trouvé à l'hôpital psychiatrique. Et dès que vous vous trouvez à l'hôpital psychiatrique, c'était fini, parce que c'était une production de folie, de tristesse, de misère, une horreur totale, avec ce que David Cooper va nommer la schizophrénie, n'est-ce pas? C'est pas que lui l'avait nommé, non, mais lui va faire la guerre contre les diagnostics de schizophrénie, qui était un diagnostic fourre-tout, hein, c'est-à-dire, voilà. Parallèlement à l'Union soviétique, les pays qui nous proposaient comme la liberté, et qu'effectivement pour nous en tant qu'anarches, hippies, contre-culture, etc., on trouvait ça un peu suspect. En Union soviétique, il y avait aussi la schizophrénie torpide qui s'appelait. Alors la schizophrénie torpide, c'était d'un point de vue médical quelque chose de fantastique parce que c'est une schizophrénie asymptomatique. Il n'y a pas de symptômes. Et la seule façon de faire le diagnostic de schizophrénie torpide, c'était que si dans une société idéale comme l'Union soviétique, tu t'opposais, c'est parce que tu étais malade. Donc l'idée c'était, voilà, la société elle est idéale, quelqu'un s'oppose, qu'est-ce qu'il y a de chercher des noises, donc il est fou. C'était la schizophrénie torpide. Je saute un tout petit peu comme ça, j'espère ne pas bordéliser trop la chose, mais la Société psychanalytique de Paris, l'Institut psychanalytique de Paris, n'a pas douté de faire 2 ou 3 congrès de psychanalyse à l'Union soviétique avec des chers collègues qui avaient dans leur valise à diagnostic la schizophrénie torpide. Bon. Donc, la psychiatrie, 2 tiers des lits des hôpitaux publics en Angleterre étaient psychiatriques, et de ces 2 tiers-là, environ 70% diagnostiquaient schizophrènes. À l'époque où David va s'exiler en Angleterre, non, avant de venir chez nous. Et donc, l'antipsychiatrie, effectivement, naît là-dedans. L'antipsychiatrie naît là-dedans en disant le fou est celui qui incarne, malgré lui, la puissance révolutionnaire extrême. Il faut penser à Antonin Artaud. Il faut penser à Antonin Artaud, par exemple, non? Avec les électrochocs, n'est-ce pas? Il y a un très 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 bon film qui s'appelle Vol au-dessus d'un nid de coucou, si vous voulez voir quelque chose là-dessus, au Family Life de Ken Loach, n'est-ce pas? Dans lequel il apparaît un personnage qui est David Cooper. C'est pas lui, mais c'est quelqu'un qui représente David Cooper.
Et donc, nous on dit au moment, voilà, on dit non, nous on ne veut pas être psychiatre, nous on conteste la psychiatrie des dents. Et, bon, moi j'étais étudiant de médecine, je n'étais pas psychiatre, mais on conteste la psychiatrie des dents et on dit la psychiatrie est vraiment un mode de répression extrême de cette puissance non canalisable, y compris par les canons d'émancipation officielle des groupes et partis organisés. Effectivement, nous disions, la folie ne doit pas être individualisée, il n'y a pas un fou, il y a des situations extrêmes, très dures, qui effectivement, tout à coup, cristallisent chez une personne de la famille, n'est-ce pas? Mais la folie est plutôt les symptômes d'une organicité, d'une puissance réprimée, et qui va, boum, péter chez quelqu'un qui est le plus faible, n'est-ce pas? Donc l'étiologie, d'un point de vue de l'étiologie, pour parler d'un point de vue médical et clinique, l'étiologie, nous on considérait que la folie n'existait pas comme une série de symptômes, une réalité endogène à quelqu'un. On considérait que la folie, il fallait la comprendre comme un réseau de répressions multiples, une sur l'autre, non? Qui injustement, effectivement, faisait péter les plombs plus faibles, et parmi les plus faibles, les ouvriers, les indiens, les laissés pour compte, les femmes, etc., les homosexuels. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'homosexualité était considérée par absolument toute la communauté psychanalytique, psychiatrique et psychelconque comme une perversion, chose que la plupart des collègues de plus de 45 ans continuent à penser sans oser le dire. Parce que Freud, il écrit, c'était une perversion, n'est-ce pas? Et donc, on traitait les homosexuels. En Allemagne, en Allemagne de l'Ouest, à l'époque, on essayait de guérir les homosexuels avec des méthodes assez musclées qui allaient parfois jusqu'à la neurochirurgie, n'est-ce pas? C'est pour vous donner un peu un tableau dans quel monde nous avons adhéré à la proposition de l'antipsychiatrie, n'est-ce pas? Donc l'antipsychiatrie naît de tout ce que je vous dis là, avec cette conception d'étiologie. Il y avait quand même, théoriquement, c'est pas un truc archi structuré, hein? Il y avait un peu, on prenait un peu, que c'est le courant dans lequel j'ai continué à exister, de la phénoménologie psychiatrique telle comme on l'avait décrit Sartre dans les chapitres sur la psychiatrie existentielle dans l'être hélénien, ou Bislanger, un peu la psychiatrie phénoménologique. Il y avait beaucoup aussi de l'école de Palo Alto sur la communication, etc., qu'on prenait, n'est-ce pas? C'est un peu les sources. Hein. La critique à la psychanalyse, c'est une critique qu'on adhérait absolument, rien à dire de plus ni de moins de ce que Deleuze et Guattari écrivent dans l'Anti-Oedipe, c'est-à-dire de dire que la psychanalyse est une machine à produire de l'individualisme, non? Alors vous connaissez l'hypothèse centrale de l'Anti-Oedipe, d'un point de vue clinique ou médical, c'est que effectivement la psychanalyse fait que tout ce qui soit délire dans le sens positif, des délires, des rêves, des pulsions, des désirs. Alors ils disent, on désire et on délire des tribus, des cosmos, de l'art, de la musique, et la psychanalyse s'occupe de dire ça c'est papa, ça c'est maman, ça c'est la bonne, n'est-ce pas? C'est-à-dire alors, le patron c'est papa, si vous contestez c'est parce que vous voulez être avec maman, vous voyez. Il y a eu un mec, Gromberger, un psychanalyste, patron de l'Institut de psychanalyse de Paris, qui, avec un courage qui honore mon collègue, a signé un bouquin avec un pseudonyme parce qu'il y avait la trouille, qui s'appelait Mai 68, la révolte contre les pères, dans lequel le gars il expliquait que Mai 68 était absolument transparent pour un génie de la psychanalyse. Mai 68 c'était une révolte édipienne, bien entendu, contre Papa de Gaulle, pour coucher avec Maman France.
Et c'est pour vous dire un tout petit peu que se révolter à l'époque, ce n'était pas tellement étonnant. C'est-à-dire, ce qui était étonnant, c'est comment quelqu'un pouvait rester sans se révolter. Donc, vraiment. Et c'est là où Sartre, effectivement, disait on a toujours raison de se révolter. Mais effectivement, on a toujours raison de se révolter. Et il faut savoir que avant l'aborite, c'est-à-dire qu'on est avant les psychotropes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des médicaments qui pouvaient un peu juguler les délires. Hein. Donc on est avant la chemisole chimique. C'est pas non plus que la chemisole chimique soit fantastique, mais on est avant la chemisole chimique. Donc il y avait des gens qui passaient 20, 30, 40 ans attachés à leur lit d'hôpital. C'était une sorte d'horreur totale. Et tout le monde s'en foutait, hein, et on le mettait là. Donc Franco Basaglia, il va se battre surtout contre l'horreur concentrationnaire psychiatrique. Je vous dis comme ça très clairement, en France, il y a beaucoup d'hôpitaux qui continuent à être grosso modo comme ça. On n'attache plus, ou presque plus, mais il y a la camisole chimique. Bon, alors, donc Franco Basaglia, avec le mouvement de Marco Cavallo, la psychiatrie démocratique, il va s'occuper surtout d'ouvrir les HP. Tandis que nous, du côté antipsychiatrique, on crée des communautés thérapeutiques, on a créé ce qu'on appelait les basses rouges, disons, aux basses rouges et noires, parce que c'était plutôt un art, n'est-ce pas, dans lesquelles on essayait de socialiser la folie, d'avancer dans la compréhension du délire, de critiquer la norme, n'est-ce pas. Là, donc, l'hôpital psychiatrique, démolir l'hôpital psychiatrique, ce n'était pas une urgence parce que dans les dictatures, l'hôpital psychiatrique, bien que mal, restait un endroit dans lequel ces pauvres gens étaient un peu protégés. Vous voyez, donc l'objectif primaire, c'était pas démolir les murs de l'HP, c'était plutôt de créer des communautés mixtes. Mixtes, ça veut dire des internés, non internés, des étudiants, et on créait des communautés. On créait des communautés dans les hôpitaux psychiatriques. C'était très drôle parce que c'était les seuls lieux dans lesquels, en pleine démocratie, en pleine dictature, il y avait la démocratie. Non, une démocratie directe. C'est-à-dire que dans nos communautés thérapeutiques, effectivement, c'était les seuls lieux dans lesquels les artistes, les intellectuels, les barjots, bien entendu, les non-barjots, les étudiants et les combattants de la résistance, étaient là. C'était des îlots de liberté, très très puissants. D'ailleurs, la dictature les a écrasés, il y a eu beaucoup de morts là-dedans. Et en France, c'est la psychiatrie des secteurs, la psychiatrie institutionnelle avec Oury, avec l'hôpital de Laborde, la clinique par contre de Laborde, qui va proposer des lieux dans lesquels effectivement on questionne la notographie des folies, dans lesquels on pense que les lieux communautaires, comme une sorte de communautaire, mais c'est pas tout à fait une communauté, doit essayer de guérir, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça reste plus soft parce qu'il reste beaucoup plus encadré et la psychiatrie des secteurs, finalement, c'est une psychiatrie certainement beaucoup plus démocratique et qui permettait, parce qu'il y avait deux figures du fou, le fou qui était chronicisé à l'hôpital, poubellisé, et le fou qui était chez lui, enfermé. Donc la psychiatrie des secteurs permet de sortir quelques internés, quelques malades de l'hôpital et s'occuper de ceux qui vivaient ostracisés chez eux. Je commence à poser une question, si tu veux. Dans ta description des trois courants, visiblement, le courant français, tu le qualifies de soft, hein, comme si finalement on n'était pas allé très très loin, nous en France, par rapport au radicalisme de l'antipsychiatrie argentine ou italienne. L'Argentine ou oui, anglo-américaine. Je ne sais pas, mais il me semble que la psychiatrie, l'antipsychiatrie française avait une caractéristique, c'était la dimension institutionnelle. L'idée qui courait
assez facilement dans le courant français d'antipsychiatrie, c'était au fond guérir un fou, c'est lui permettre d'instituer quelque chose. Le fou, c'est celui qui est déstructuré, disloqué, comme tu disais volontiers. C'est celui qui a perdu les repères et dont on peut se servir éventuellement comme d'un emblème en disant voilà, il représente le chaos d'où peut surgir une étoile. Donc ça, c'était la mythification du fou. Mais lorsque on acceptait de considérer le fou comme quelqu'un qui souffre, on disait ce dont il souffre, c'est précisément de ne pas avoir de structure. Donc, la psychiatrie institutionnelle, c'était une psychiatrie qui considérait que aider le fou à s'en sortir, c'était le mettre en position d'instituer une loi, faire quelque chose qui le reconstruise. Il y avait la pédagogie institutionnelle qui, dans le même temps, disait la même chose. L'enfant, c'est celui qu'on doit mettre en posture d'instituer une loi, la loi de la classe, enfin des choses comme ça. Cette dimension-là, moi j'ai eu longtemps du mal à la considérer comme antipsychiatrique, à proprement parler. Parce que Elle n'était pas. Elle ne l'était pas. Elle ne l'était pas, on est bien d'accord. Donc, dans la description que tu fais de la... Psychiatrie alternative, plutôt. Mais pas d'accord, psychiatrie alternative. Oui. Donc, à ce moment-là, je dirais qu'il n'y a pas eu, à vrai dire, d'antipsychiatrie française, sauf représentée peut-être par des gens comme René Scherrer, comme un certain nombre de gens. Oui, là, les lieux de vie. Voilà, les lieux de vie, ou la board, oui, ou l'idée de prendre en charge dans une communauté hybride, mixte, comme tu disais, où effectivement Fernand Houry prenait en charge un schizophrène, l'emmenait garder des chèvres en Corrèze, s'apercevait que très très progressivement le schizophrène, grâce à des gestes quotidiens faits avec d'autres, il faisait la vaisselle ou autre, se trouvait tout à coup engagé dans quelque chose qui n'était pas de la socialisation à proprement parler, mais de l'apaisement, au sens où la douleur semblait s'écarter. Donc voilà, ma question, elle portait sur cette psychiatrie institutionnelle française, et tu réponds bien à ma question. Effectivement, il n'y a pas grand-chose de commun entre Balzani et cette psychiatrie-là, sauf qu'elle était quand même alternative, en ce sens qu'elle refusait les murs de l'asile. Il y avait une très forte différence. Balzani était un peu plus proche de nous, mais une très forte différence. Bon, d'abord, c'est moi qui les amenais les fous avec les chèvres. Parfois les fous allaient mieux, mais parfois les chèvres allaient pire. À un certain temps, les chèvres commençaient à faire n'importe quoi. Mais au fait, nous, on considérait quand même qu'on ne voulait pas guérir les fous. Nous, on considérait que la société devait, et la famille ou les noyaux, devaient réincorporer cette négativité qui avait été fixée chez les fous, chez l'hystérique, vous voyez, c'est-à-dire que nous on pensait à partir de ce que moi plus tard je l'ai nommé la fragilité, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans lesquelles justement on ne voulait pas aider les fous. On ne voulait pas aider les fous, on voulait réincorporer ce qui avait été arbitrairement déposé chez lui, cristallisé chez lui, on voulait les réincorporer dans une société ou dans des milieux sociaux, pour parler en termes de résistance un peu en multiplicité, n'est-ce pas, réincorporer ça dans une fragilité partagée. Vous voyez, l'idée c'était de la fragilité partagée. Et non, c'est-à-dire que si la société du normal était la société des forts et la société des fous était la société des faibles, nous on s'opposait à ça. Nous, ce qu'on disait, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment petit à petit les fous n'est pas que fous et nous on n'est pas sages dans le sens de folie et sagesse, non, parce qu'effectivement la sagesse était ça, la sagesse dans le sens Oui, c'est étonnant. Oui, juste un peu, juste pour rebondir là-dessus, je vous donne la parole. Cette idée de présenter la folie comme une solution, parfois, c'était ça. Le schizophrène, à l'école de Palo Alto, c'est ça. Le schizophrène, c'est celui qui, précisément, trouve comme solution de se retirer. Oui, mais parmi nous,
Non, juste, non, mais parmi nous, parmi les médecins, les cliniciens, les psys, les fous qui étaient autour de nous comme ça, l'idée, les schizophrènes et les révolutionnaires, c'était comme une sorte d'énoncé de bataille, tu vois, mais on ne pensait pas ça et on ne pratiquait pas ça. On ne niait absolument pas qu'il y avait quelqu'un qui était en train de mourir de peur parce qu'il y avait un délire ou qui était tout à fait déstructuré. On ne niait pas ça. Ça, c'était les mots d'ordre extrêmes. La vérité, c'était de dire comment, effectivement, nous pouvons nous émanciper de cette normalité répressive et comment on pouvait créer un lieu de fragilité partagée. Et ça fonctionnait, et ça continue à fonctionner dans ma pratique. André. Alors, je veux vous demander si cette manière d'associer le fou au faible n'était pas, plus ou moins paradoxalement, mais n'avait pas une forme de perversité en elle qui consiste à favoriser et valoriser exactement les mêmes valeurs que celles du pouvoir officiel, c'est-à-dire la force. Pourquoi le fou serait le faible qu'il faudrait intégrer? Pourquoi il serait faible par définition? Non, nous, on n'assimilait pas les fous aux faibles dans ce sens-là. Nous, on disait les fous et les faibles dans le sens que toute la fragilité est cristallisée chez lui. Et nous, ce qu'on voulait... La question, c'était oui. Pourquoi est-ce que ce serait de la fragilité, la folie? Il y a des sociétés traditionnelles où on considère le fou comme un prophète, par exemple, vous savez, et pas du tout comme un exemple et figure de la fragilité, mais une figure de la force. Parce que là, vous dites que cristallise la fragilité, etc. Mais ça, c'est une position, c'est un parti pris qui me semble, somme toute, assez conforme à celui du pouvoir officiel, du parti dominant. Si, là-dessus, nous, on ne considérait pas... bon, moi, je connais, effectivement, moi, je ne suis pas indien, mais je connais mes compatriotes indiens et la place qu'il y a, le fou, par exemple, qui peut être vu comme quelqu'un qui a des visions, etc. Nous, là-dessus, effectivement, dans des sociétés hautement urbanisées, occidentalisées, etc., non, on tenait compte de ça parce qu'il y avait tout un truc sur les délires, il y avait des thérapies avec des LSD, des trucs comme ça. Ça existait un peu, mais c'était surtout face à la dureté de la société, c'était essayer de créer ces terrains intermédiaires dans lesquels il n'y avait plus ni les forts ni les faibles, mais dans lesquels on descendait les étiquettes. On descendait, essayait d'estomper un peu les étiquettes. Alors effectivement, les fous n'apparaissaient pas comme dans ces sociétés traditionnelles non plus. Ça restait, comme tu dis, effectivement, un schéma classique. Hein. Mais dans ces schémas classiques, ce qu'on disait, c'est, tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement, tu imagines, avec les gens qui allaient à Katmandou et qui revenaient, il y avait plein de copains, de copines qui voulaient effectivement donner ce rôle anthropologique à la folie. Simplement, ce rôle anthropologique à la folie ne pouvait pas être donné sans à la fois attaquer la norme. Tu vois, c'est-à-dire c'était très compliqué, c'était très très compliqué de donner une catégorie sociale, lutter contre la répression psychiatrique, pédagogique, familiale, tu vois, en proposant le rôle anthropologique traditionnel du fou, tu vois, parce que pour nous, dans tous les cas en Argentine, pour David en Afrique du Sud, etc., ça signifiait tout bêtement, si tu veux, créer des lieux à démolir directement. Tu vois, c'est-à-dire que par la dictature, tu vois, par la répression. Tu vois, c'est-à-dire que la proposition gardait, comme tu dis, quelque chose du schéma classique, dans le sens de qu'il s'agissait de créer des lieux, non, contestant la norme, contestant la morale, etc., créer des lieux où on essayait de produire autre chose, de faire sauter les formes classiques. Non, c'était ça. Et effectivement, ça restait dans les cadres de... Oui. Alors écoute, d'abord oui, effectivement, c'est-à-dire la conception, ce que j'ai continué à penser, et je crois que tout collègue un tout petit peu, un peu honnête, il ne peut pas nier que la société est pathogène, tu vois, mais
c'est ce qu'ils pensent 99% des cancérologues, tu vois. Pourquoi est-ce que les psys ont tant du mal à accepter que la société est pathogène, tu vois? C'est-à-dire, c'est beaucoup plus cancérigène de vivre que de fumer. Tu vois, c'est-à-dire, tu vis, tu te malades, voilà, tu vois, les perturbateurs endocriniens, etc., tu vois, le smog. Bon, enfin. Donc, oui, nous considérons effectivement que la société est fortement pathogène, tout en considérant qu'il ne peut pas avoir une société idéale non pathogène. Non? On considère l'antipsychiatrie des courants phénoménologiques, de la psychiatrie alternative ou antipsychiatrie à laquelle moi je m'identifie, je participe et j'essaye de faire vivre. Nous ne considérons pas qu'il pourrait y avoir une société sans contrainte non pathogène. Non? On considère que c'est une sorte de lutte permanente pour des espaces de liberté et non pas une lutte pour la lutte finale. Ça, toujours il y a eu une critique là-dessus, c'est-à-dire, voilà. Alors, par rapport aux médicaments, étonnamment tous les collègues sont d'accord, y compris ceux qui médiquent toute la journée, les médicaments en psychiatrie ne guérissent pas. Il n'y a pas un seul médicament en psychiatrie qui aurait comme vocation de guérir. Hein? Même l'industrie pharmacologique ne va pas te dire ces médicaments guérissent. Les médicaments en psychiatrie sont tous palliatifs. Il y a un deuxième régime de médicaments que c'est les médicaments post-humanistes, transhumanistes, qui sont les médicaments de modification, de réparation, d'augmentation, n'est-ce pas, qui sont des médicaments directement de programmation d'un homme nouveau, l'homme modulaire, hein, qui sont des médicaments qui sont performatifs par rapport à la société. Par exemple, quand je donne de la Ritaline, non, la Ritaline, vous connaissez la Ritaline? La Ritaline est ce qu'on appelle la drogue de l'obéissance, c'est-à-dire l'hyperactivité. Vous connaissez ça, les mômes hyperactifs. Jusqu'à il y a 25 ans, il y avait des mômes casse-couilles. Bon. Alors, dans une classe, il y a un qui est le casse-couille, il y a l'autre qui est le faillot, il y a l'autre qui est tiroflant, vous voyez. Et ça fait une unité organique. Tout à coup, dans les modèles sériels disciplinaires postmodernes, comme l'école est un lieu dans lequel on vient acquérir des compétences utiles pour l'industrie, n'est-ce pas? Effectivement, le casse-couille disparaît, il apparaît en hyperkinétique. C'est un texte de Hölderlin, dans l'Hyperion, sur la souffrance, justement. Bon. Prends-moi tel que je me donne et songe qu'il vaut mieux mourir d'avoir vécu que vivre de ne vivre pas. N'envie pas les hommes exempts de souffrance, ces idoles de bois à qui rien ne manque, parce que leur âme est misérable, qui ne se préoccupent ni de la pluie ni du soleil, parce qu'ils ne possèdent rien qui puisse requérir leurs soins. Il est facile d'être heureux, d'être calme, avec un cœur sec, un esprit borné. On vous l'accorde. Qui donc s'indignerait que la cible de planche, touchée par la flèche, ne gémisse pas, que la cruche vide rende un son si creux quand on la jette contre le mur? Vous devriez donc au moins vous résigner, braves gens, et vous étonner sans mot dire si vous ne pouvez comprendre que d'autres ne soient pas aussi contents que vous. Vous devriez vous abstenir d'ériger votre sagesse en loi. Si l'on vous écoutait, le monde finirait. Voilà, c'est ce qu'on pense les antipsychiatres.